Bonjour, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui à l'épisode, c'est la partie 2 du livre de Lise Plank, Le patriarcat tue aussi les hommes, en ASMR toujours, donc on va tranquillement baisser la voix. J'ai fait la première partie de cette lecture, vous pouvez la retrouver dans les vidéos et dans la liste qui s'appelle, il me semble, ASMR lecture. C'est un tout petit livre très intéressant qui parle du patriarcat et de ses impacts aussi sur ses racines et ses impacts aussi sur les hommes. Donc, on continue où on avait laissé. Les hommes blancs prennent plus de risques parce qu'ils le peuvent. Les hommes de couleur parce qu'ils le doivent. Le mythe voulant que le simple fait d'être un homme porte naturellement celui-ci à prendre des risques est réfuté par toutes les recherches menées sur un bassin de sujets variés. Les hommes blancs servent souvent de normes dans les études scientifiques et dans la société en général, mais en matière de prise de risque, ils sont plus l'exception que la règle. Une recherche a montré que, bien que nous attribuions la prise de risque aux hommes en général, l'effet est en réalité beaucoup plus important chez les hommes blancs que chez les non-blancs. Si les hommes ont tendance à avoir moins de risques que les femmes dans une situation donnée, il en va de même entre les personnes blanches et celles de couleur, ce qui fait que les hommes blancs font pencher la balance de façon disproportionnée et gonflent ainsi les statistiques de tout leur genre. Les chercheurs ont nommé ce penchant humoristique. Non, mon Dieu, c'est quoi ce mot-là? Un nouveau mot que je ne connais pas. Les chercheurs ont nommé ce penchant hubristique pour le risque, l'effet homme blanc, terme né en 1994 sous la plume collective de James Flynn, Paul Slovic et C.K. Mertz qui écrivaient. Ces différences entre les ethnicités et les genres face à la prise de risque aux États-Unis sont dues principalement aux 30% d'hommes blancs qui jugent que les risques sont très faibles. Le fait que ces résultats soient aussi circonscrits laisse voir une explication qui relève davantage de facteurs sociopolitiques que biologiques. On a souvent parlé de l'effet homme pour désigner la propension au risque, mais il serait plus juste de parler de l'effet homme blanc. La raison pour laquelle les hommes blancs prennent davantage de risques se résume en 5 mots. Parce qu'ils le peuvent. Flynn, Slovic et Mertz ont posé l'hypothèse que les hommes blancs agissent ainsi parce qu'ils ont moins à perdre. En plus de leur double identité d'hommes et de personnes blanches, ceux-ci font preuve de la plus forte tolérance au risque et sont généralement aussi ceux qui ont des croyances individualistes et conservatrices et qui montrent une grande confiance envers les institutions. Ce qui fait beaucoup de sens, hein? Considérant que les institutions sont de leur côté. Croire que les institutions sont là pour nous protéger est un luxe que bien des femmes, des personnes de couleur et d'autres personnes marginalisées n'ont pas. Après tout, est-ce que les femmes devraient croire que les politiciens voteront des lois dans leur intérêt à elles, alors que nombre d'entre eux ont choisi de ne plus financer des programmes et des cliniques à cause de leurs propres interdits moraux concernant la contraception? Très logique encore une fois, tu sais, quand on voit toutes les luttes contre l'avortement et les choix politiques qui sont faits, c'est sûrement pas les femmes qui croient le plus en ce genre d'institution. Est-ce que les Afro-Américains devraient faire confiance aux policiers alors que ces derniers sont si nombreux à s'être rendus responsables de la mort de membres innocents et non armés de la communauté noire? Et devrait-il faire confiance au système de justice pénale qui a injustement accusé et emprisonné nombre de leurs frères? Quand le monde n'est pas un terrain de jeu équitable, notre relation avec le risque ne l'est pas davantage. Flynn et ses collègues ont écrit dans leur article intitulé Gender, Race and Perception of Environmental Health Risk
Il est probable que les hommes blancs perçoivent moins de risques dans le monde parce que ce sont eux qui le créent, le gèrent, le contrôlent et en profitent le plus. À quel point cette autrice est intelligente et parlante. Bon, ceci étant dit, il est probable que les femmes et les hommes non blancs voient davantage le danger parce qu'à plus d'un titre, ils sont plus vulnérables, parce qu'ils profitent moins de plusieurs de ces technologies et institutions, et parce qu'ils ont moins de pouvoir et de contrôle. De plus, les données montrent que les hommes ne sont pas nécessairement plus à l'aise avec le risque, c'est simplement qu'ils le perçoivent moins. L'une des lacunes des études universitaires sur le risque est qu'elles ne peuvent tenir compte de la subjectivité de ce concept. D'après Cordelia Fine, l'autrice de Testosterone Rex on Making of the Myths of Our General Minds, nous interprétons mal les données. Fine affirme que les hommes ne sont pas nécessairement plus téméraires, mais qu'ils ne perçoivent pas toujours les conséquences de leurs gestes. Après tout, le risque est une analyse subjective qui varie donc selon les genres. Puisque les hommes blancs ont tendance à interpréter le risque différemment, ils adoptent des comportements qui leur sont propres. Mais Fine croit que ce n'est pas parce qu'ils sont plus braves. Tout compte fait, les comportements ne sont pas tous égaux. Elle fait remarquer qu'un comportement à risque donné, comme boire de l'alcool ou avoir des rapports sexuels non protégés, comporte des risques objectifs plus élevés et des conséquences plus dangereuses pour les femmes que pour les hommes, ce qui fait que, d'une certaine façon, une femme qui s'adonne à des activités démontre un plus grand courage devant un risque objectif commun. Enfin, les femmes sont aussi jugées plus sévèrement quand leur prise de risque se traduit par des conséquences malheureuses. On ne dit pas « girls will be girls » quand une femme adulte se plante. On ne le dit pas non plus quand une jeune femme tombe enceinte accidentellement, mais on le dit d'un garçon qui met une fille enceinte. En effet. Comme le fait souvent remarquer le spécialiste de la masculinité Jackson Katz, je ne sais pas comment ça se prononce son nom, on dit toujours « elle est tombée enceinte » plutôt que « il l'a mise enceinte » ou « elle s'est fait violer » plutôt que « il l'a violée ». Surtout si la femme n'est pas blanche. Les données montrent que les jeunes filles noires sont soumises à des règles plus strictes dès la maternelle. Les filles autochtones ont 3 fois plus de chances de se faire expulser de l'école que les filles blanches. Pour les filles noires, le ratio est de 5 fois et demi. Imaginez. Des chercheurs de Georgetown ont nommé ce phénomène l'adultification des filles de couleur, qui sont perçues comme plus vieilles, plus indépendantes et moins vulnérables. Ce préjugé à la fois inconscient et conscient affecte les garçons aussi. Le ministère de l'Éducation a établi que les enfants noirs étaient 4 fois plus à risque de se faire expulser que leurs camarades de classe blancs. Un garçon noir sur 5 fera l'objet d'au moins une suspension pendant son parcours scolaire contre seulement 5% des garçons blancs. Pas étonnant que la perception du risque chez les garçons blancs soit différente de celle chez les garçons de couleur, quand les conséquences vécues par les uns et les autres divergent autant. En d'autres mots, nous entendons souvent dire que les femmes n'aiment pas prendre des risques, alors qu'il serait peut-être plus juste de dire qu'elles ont une réaction appropriée face aux risques. C'est ce que Dan M. Kahan, professeur de droit à Yale et homme blanc, a conclu au terme de ses recherches. Ces données montrent que les hommes blancs, surtout ceux qui valorisent l'individualisme et la hiérarchie plutôt que l'égalitarisme, sont ceux qui ont le plus tendance à ignorer le risque. Pour comprendre ceci, Kahn a décidé de tester quelque chose qui est objectivement perçu comme un assez gros risque, la menace imminente que représentent les changements climatiques pour notre subsistance. Quand il a mis à l'épreuve cette lourde question politique, il n'a pas trouvé de variation notable en fonction du genre ou de l'ethnicité, sauf avec les hommes blancs qui valorisent l'individualisme et la hiérarchie, qui eux, vous l'avez deviné, étaient beaucoup plus à l'aise avec le risque d'une planète en plein réchauffement. C'est donc l'intersection entre la blancheur, la masculinité et un certain penchant pour l'individualisme qui crée ce que nous qualifions souvent à tort de comportements typiquement masculins. Si nous associons les comportements risqués aux hommes, c'est surtout parce que les choses les plus risquées ne posent en réalité pas un grand risque pour les hommes blancs. Kahn a prouvé cette théorie en testant des sujets masculins à qui il
demandait sciemment d'évaluer le risque lié à des décisions politiques qui désavantageraient les hommes blancs davantage que les autres segments de la population. Il leur a demandé à quel point ils étaient prêts à mettre en jeu la prospérité et l'économie en augmentant les impôts des entreprises. Fait intéressant. Dans ce scénario où les hommes blancs ont plus à perdre, les femmes étaient beaucoup plus enclins à prendre des risques que les hommes. Kahn conclut. Ce test confirme que les hommes sont plus tolérants aux risques que les femmes seulement si leur définition de ce qui constitue un risque s'appuie sur une prémisse infondée, excluant tout ce qui fout la trouille aux hommes blancs, ou du moins à ceux qui prônent la hiérarchie et l'individualisme. Ainsi, les hommes blancs sont beaucoup moins à l'aise avec le risque que les femmes et les personnes de couleur quand les rôles sont inversés et qu'ils ont soudainement quelque chose à perdre. Le risque est associé au stade et à la masculinité ritualisée dans tous les segments de la population. Mais peu importe si un homme veut ou s'il doit prendre un risque, on attendra toujours de lui une chose, qu'il soit intrépide face au danger. Et quand les hommes ne sont pas à la hauteur ou qu'ils ont besoin d'un coup de main, on leur donne plutôt un coup de poing, ou peut-être une cigarette ou un verre. Ce n'est pas étonnant que les hommes aux États-Unis aient toujours fumé davantage que les femmes, même si la tendance est en train de s'inverser chez les jeunes générations, où les fumeurs se répartissent presque équitablement entre les deux sexes. Avant la Première Guerre mondiale, les femmes qui fumaient n'étaient pas bien vues, culturellement, surtout quand ils le faisaient en public. Et il est bien connu que Marlboro voulait séduire les hommes en associant la cigarette à la figure classique du cow-boy solitaire. Fumer représentait la liberté, l'indépendance, la robustesse, la preuve d'une vraie et rude masculinité. Avec cette constante représentation de la cigarette comme symbole suprême de l'autonomie, ce n'est pas surprenant que l'une des premières publicités destinées aux femmes, on les présentait au moyen d'un langage codé féministe et défini comme un flambeau de liberté, lançant ouvertement à la femme moderne le message qu'elle pouvait avoir accès à sa propre indépendance grâce à la cigarette. L'ethnicité influençait aussi les stratégies de marketing. À partir des années 1960, Newport s'est mis à cibler explicitement les communautés racisées dans ses publicités de cigarettes mentholées. Il est intéressant de noter que la Food and Drug Administration juge la cigarette au menthol plus dangereuse que la cigarette traditionnelle, parce que les fumeurs ont plus de difficultés à en arrêter la consommation et inhalent de plus grandes bouffées puisque le menthol masque l'appât du tabac. Newport payait des athlètes noirs pour faire la promotion, plaçait des publicités de ses produits mentholés dans des magazines comme Ebony et Essence, et est allé jusqu'à offrir de l'argent à des institutions et des écoles de la communauté noire, de même qu'à des organismes de lutte pour les droits civiques. À cause de cette pratique publicitaire racisée, utilisée ouvertement pendant des années, les Afro-Américains ont 2 fois plus de chances de fumer des cigarettes mentholées que les Blancs. En fait, chez les fumeurs et fumeuses noires, près de 9 sur 10 préfèrent encore aujourd'hui les cigarettes mentholées. Il ne faut pas s'y méprendre, il s'agit d'une préférence fabriquée. Quand la FDA a banni les produits de tabac aromatisés parce qu'ils peuvent accroître la dépendance chez les jeunes fumeurs, elle n'a pas inclus le menthol dans cette interdiction, malgré tout le tort indéniable qu'il cause à la communauté noire. La cigarette n'est pas la seule habitude qui s'enracine dans les notions de la masculinité idéalisée. La consommation d'alcool a aussi été présentée aux hommes comme un rituel et un signe de virilité. Et il n'y a pas meilleur exemple pour montrer à quel point l'alcool érode la santé masculine que la Russie, au lieu de la vodka et, sans surprise, de la mort prématurée des hommes. Les hommes meurent si prématurément à cause de l'alcool en Russie qu'on y trouve le plus grand écart d'espérance de vie entre les sexes dans le monde. L'OMS, qui a certainement remarqué cet état de fait, nous met en garde contre les dangers des cultures patriarcales qui encouragent des comportements posant des risques pour la santé des hommes et la forte consommation d'alcool figure en haut de la liste. On associe souvent les Russes et la vodka, mais le lien entre l'alcool et la mortalité des hommes en est un que les professionnels de la santé en Russie connaissent trop bien. En fait, la consommation excessive d'alcool chez les hommes est si grave que l'espérance de vie des hommes a même commencé à diminuer, un phénomène rare dans les pays industrialisés. D'après le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, un homme sur 4 en Russie ne fêtera pas son 55e anniversaire, et la majorité de
ces décès sont reliés à l'alcool. Et c'est fou ça quand même. Maladie du foie, intoxication alcoolique et violence. Une bagarre est si vite déclenchée sous l'influence de l'alcool, principalement. Une forte consommation d'alcool rend les hommes 2 fois plus susceptibles d'être victimes de violences. La Russie est bien connue pour sa consommation de vodka, mais ce qui retient moins l'attention, c'est son rapport profond avec l'identité des hommes russes. Même si la consommation d'alcool et les décès qui en découlent est chose courante en Russie depuis au moins le 19e siècle, ce n'est qu'après la révolution industrielle qu'elle est passée d'une action sociale collective à une pratique presque exclusivement masculine. Les tavernes se sont mises à pousser comme des champignons près des usines et boire est devenu pour les hommes une façon d'affirmer leur appartenance à un groupe. Des chercheurs de l'Université d'État du Middle Tennessee qui ont abondamment étudié l'histoire de l'alcoolisme en Russie soulignent que les hommes de la classe ouvrière s'identifiaient étroitement à la consommation d'alcool, ce qui ne veut pas dire que les femmes ne buvaient pas. C'est plutôt que la consommation des hommes constitue un élément essentiel de leur identité de travailleur et devenait pour eux une façon de se distinguer des autres, comme les femmes et les non-travailleurs. Boire était devenu un acte de masculinité si ritualisé que les hommes russes de la classe ouvrière ne pouvaient même pas boire de vin ou de bière, car ces boissons étaient considérées comme efféminées. En d'autres mots, la vodka était la seule option pour les hommes. La sobriété est aussi devenue associée à la féminité, car les hommes qui ne buvaient pas ou qui buvaient peu étaient surnommés Mokraya Kurista, poule mouillée. Ce qui est particulièrement intéressant quand on connaît le proverbe russe pas du tout sexiste qui dit « Un poulet n'est pas un oiseau, une femme n'est pas une personne ». On voit même se dessiner une trame dans la consommation des hommes suivant leur changement de position dans la société. Par exemple, au fil du temps, le gouvernement a su mettre en place des mesures pour faire baisser la consommation, mais la création de l'Union soviétique l'a fait remonter, parce que la figure paternelle, dorénavant, ce n'était plus le chef de la maisonnée, c'était l'État. Pour plusieurs, ce changement de rôle a été dramatique et nombreux sont ceux qui se sont tournés vers l'alcool pour restaurer leur masculinité. Parce que le rôle des hommes à la maison était maintenant rempli par l'État, les responsabilités paternelles prenaient moins de place. Les hommes en sont donc venus à réaffirmer leur domination à d'autres façons, notamment par une forte consommation d'alcool. Donc, quand nous élevons nos garçons, de façon à ce qu'ils doivent prouver leur masculinité en prenant des risques, ils peuvent avoir recours à des moyens dangereux pour combler les attentes. Troisième sujet. Les hommes et les médecins, une relation compliquée. En plus d'être encouragé à prendre davantage de risques sans trop de protection, l'homme viril par excellence n'est pas censé chercher de l'aide quand toute cette histoire d'hypermasculinité lui pète au visage. Et une étude montre que plus un homme souscrit au principe toxique de la masculinité stéréotypée, moins il sera porté à vouloir se protéger par des soins de prévention comme le bilan de santé ou l'examen de la prostate. Et les conséquences ne sont pas minimes. Une recherche de l'université Rutgers montre que les hommes qui nourrissent des croyances nuisibles à propos de la masculinité sont 50% moins portés à faire appel à des soins de prévention. D'après les chercheurs, les données portent à croire qu'une conception profondément ancrée de la masculinité est l'une des causes majeures de la mauvaise santé des hommes, qui sont alors moins tentés de se plier aux recommandations en matière de services de santé préventifs. Notre conviction profonde que les hommes ne devraient pas demander d'aide façonne complètement notre monde. Ces effets se manifestent dans l'une des pires épidémies au monde, celle du VIH-Sida. Des experts de l'OMS avancent que la crise est aggravée par la puissance souvent sous-estimée des normes de la masculinité. Même si plus de femmes que d'hommes sont touchées par cette maladie, Michel Dipier, directeur général d'ONU-SIDA, a écrit un rapport de 2017 qu'on n'a pas accès à, a écrit dans un rapport de 2017 qu'on n'a pas accès à l'ensemble du portrait du côté des hommes puisque ces derniers n'utilisent pas les services de prévention du VIH, ne se font pas tester et ne cherchent pas à avoir accès au traitement dans les mêmes proportions que les femmes. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes sont 24 fois plus susceptibles de contracter la maladie. Pourtant, ce sont les hommes qui ont tendance à ne pas se faire tester, se rendre en clinique et se faire traiter.
La situation est particulièrement critique en Afrique subsaharienne, où l'épidémie emporte beaucoup trop d'innocentes vies chaque année. En Afrique du Sud, par exemple, 70% des hommes qui finissent par succomber au sida n'ont même jamais cherché à se faire traiter. Dans plusieurs régions, la séropositivité est encore associée à l'homme efféminé, ce qui, dans une société infestée par la masculinité toxique, est la pire étiquette pour un homme. CDB dit que les normes de la masculinité toxique sont largement responsables de la situation. Le concept de la masculinité nocive et les stéréotypes masculins placent les hommes dans des conditions où il est difficile d'avoir des rapports sexuels protégés, de se faire tester, d'avoir accès aux traitements et d'accepter de les recevoir, ou même de simplement parler de sexualité, expliquait-il dans son rapport. Mais les hommes ont besoin de se responsabiliser, cette attitude nous coûte des vies. Il ne s'agit pas ici de minimiser le combat des femmes contre le sida. En fait, cette maladie touche beaucoup plus de femmes que les hommes dans les pays en développement, où les jeunes femmes sont environ 2 fois plus susceptibles de contracter la maladie selon les régions. Et pourtant, ce sont les hommes hétéros qui sont la source première des transmissions du sida pour les femmes partout dans le monde. S'attaquer à la réticence des hommes à prendre des mesures de prévention ou suivre des traitements pourrait être l'une des stratégies les plus efficientes pour aider les femmes. L'épidémie du sida chez les femmes est aggravée par le fait que les hommes ne vont pas chercher les bons traitements. Alors si nous pouvions les sensibiliser à la situation, cet investissement bénéficierait aux femmes. Les femmes qui contractent la maladie par un contact sexuel, sauf celles qui n'ont pas de rapport sexuel qu'avec des femmes, sont principalement infectées par les hommes avec qui elles partagent leur vie. Négliger de contrôler l'épidémie chez les hommes revient donc à refuser d'envisager tout un éventail de solutions au problème. Un homme qui reçoit des traitements contre le VIH a beaucoup moins de chances de transmettre la maladie à une femme qu'un homme qui n'est pas traité. Et bien sûr, un homme qui ne se fait ni tester ni traiter constitue une triple menace pour lui-même, pour sa partenaire et pour sa communauté. C'est simple, en veillant à ce que les hommes se sentent à l'aise de chercher de l'aide et des traitements, on apporte des bénéfices à la société tout entière, femmes incluses, alors qu'en ignorant les contraintes de genre qui limitent les hommes dans la lutte contre la maladie, on met à risque les femmes, de même que les hommes qu'elles aiment. L'orientation sexuelle et la pauvreté compliquent aussi la façon dont les hommes réagissent devant le sida. Aux États-Unis, par exemple, jusqu'à 50% des hommes noirs queer et un quart des hommes latinos gays recevront un diagnostic de séropositivité au cours de leur vie. La raison n'est pas que les hommes gays de couleur adoptent des comportements plus risqués, mais bien qu'ils n'ont pas accès aux tests et donc ne savent pas qu'ils sont infectés. La honte associée à la maladie est réelle et ses effets sont amplifiés par l'image de la masculinité performative. Un exemple parfait est celui de Magic Johnson quand il a contracté le VIH. Comme le raconte Philip Brian Harper dans son ouvrage Are We Not Men? Masculine Anxiety and the Problem of African American Identity. Après l'annonce de sa séropositivité en 1991, Johnson s'est lancé dans une impressionnante tournée, au final tristement récompensée, pour réaffirmer sa masculinité. Lors de son apparition au talk show d'Arsenio Hall, sa phrase « Je suis loin d'être homosexuel » a lamentablement été applaudie. D'un autre côté, écrit Harper, le fait que Johnson ressentait le besoin de constamment réaffirmer sa masculinité, notamment en publicisant ses exploits hétérosexuels, même après avoir affirmé son identité hétéro à la télévision nationale, indique que la masculinité, telle qu'on la conçoit généralement, est un état dont la validité même, dans chaque cas, repose sur le fait qu'elle soit sous menace constante. Ainsi, même quand un homme n'est pas gay, il doit vivre avec la stigmatisation et l'homophobie intériorisée qui accompagnent le diagnostic et le traitement. Si nous décidons de donner le droit aux hommes d'être ou d'aimer qui ils veulent, peut-être pourrions-nous sérieusement ralentir une des épidémies les plus mortelles de notre époque. La pression qui décourage les hommes de demander de l'aide face à la douleur physique n'est rien par rapport à celle qui existe devant la douleur psychologique. Et là encore, plus un homme s'accroche aux définitions irréalistes de la masculinité, moins il est porté à aller chercher l'aide dont il a besoin. Le patriarcat exige une conformité sans faille de la part des hommes, et les données montrent que cette acceptation et la définition de la masculinité ne mènent pas toujours à des résultats positifs. D'après une recherche publiée par le journal A Journal of Counseling of Psychology,
l'Indiana à Bloomington a réalisé une méta-analyse de 78 échantillons d'études comptant au total environ 20 000 participants masculins pour mesurer leur rapport à 11 caractéristiques masculines. Les chercheurs qui avaient choisi 11 normes traditionnelles associées à la masculinité idéalisée ont constaté que les hommes qui s'identifiaient montraient une plus grande réticence à chercher de l'aide médicale et étaient généralement en moins bonne santé. Les 11 caractéristiques étaient les suivantes. Le désir de gagner, le besoin de contrôle émotionnel, la prise de risque, la violence, la domination, la promiscuité sexuelle, l'indépendance, l'importance du travail, l'emprise sur les femmes, le dédain de l'homosexualité et l'importance du statut social. Les effets les plus graves sur la santé venaient du rapport des hommes à l'indépendance, au comportement de promiscuité sexuelle et à l'emprise sur les femmes. Ces résultats ont poussé les chercheurs à conclure que le sexisme n'est pas qu'une injustice sociale. Il peut avoir aussi un effet nocif sur la santé mentale de ceux qui adoptent cette attitude. Les chercheurs ont aussi observé que les hommes qui se reconnaissaient dans des comportements jouissaient d'un moins grand bien-être et pire, étaient moins susceptibles d'aller chercher de l'aide psychologique. Les normes de la masculinité rendent donc les hommes doublement vulnérables. D'abord en les incitant à se conformer aux idéaux qui les rendent malheureux, puis en les rendant réticents à chercher l'aide dont ils ont besoin. Mais fait intéressant, ce ne sont pas tous les traits de masculinité sélectionnés par les chercheurs qui entraînaient des effets négatifs chez les hommes. L'importance du travail et le désir de gagner, par exemple, n'étaient pas associés à un moins grand bien-être, ce qui laisse supposer que le travail et la recherche d'un succès fournissent aux hommes des idéaux identitaires positifs qui les encouragent à ne pas réprimer leurs besoins. Chers lecteurs et lectrices, vous êtes peut-être bien découragés maintenant pour toutes ces données, mais il y a de l'espoir. Il existe un moyen simple de contrer ces idéaux trompeurs et leurs conséquences négatives sur la santé. La bienveillance. L'empathie envers soi-même semble diminuer les effets de la masculinité nocive chez les hommes. S'il est vrai que 2 étudiants universitaires sur 3 ayant des problèmes de santé mentale ne vont jamais chercher de l'aide, les chercheurs ont constaté qu'après avoir examiné 284 étudiants au baccalauréat, que la compassion et la bienveillance envers soi-même aidaient à contrer la tension entre l'adhésion aux idéaux masculins et la honte liée à la recherche d'aide. En d'autres mots, l'empathie semble avoir un effet protecteur sur les hommes. Ce livre est tellement intéressant. Donc, on en a les 2/3 de lu. Il va nous rester un dernier vidéo de lecture pour le terminer. Encore une fois, là je vous le lis évidemment rapidement, mais je recommande vraiment l'achat de ce petit livre et de le relire régulièrement. Pour les statistiques qu'il y a là-dedans, c'est super intéressant dans les discussions. Ça donne des arguments quand on discute de ce sujet-là. Puis ça nous fait vraiment ouvrir les yeux sur à quel point le patriarcat, c'est pas une histoire femme versus homme. Là. Ça impacte vraiment tout le monde. Donc bon, voilà. C'est un des livres de poche les plus pertinents à avoir en sa possession, si vous voulez mon avis. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit pour un autre épisode la semaine prochaine. Mon nom est Sonia Tremblay.